Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvézier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. J'ai cette fameuse phrase de Lao Tzu qui disait « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin ». Et on peut se dire, pour tous, c'est la même chose. Vivons pleinement toutes les expériences qu'on a, ne jugeons pas, rebondissons positivement, nourrissons-nous de ça, on se construit beaucoup plus de cette façon. Guy Châtillon est président Europe et Moyen-Orient de Van Cleef & Arpels. Il dirige une équipe nombreuse et variée à la fois dans les fonctions et dans les origines. Il décrit son rôle au quotidien ainsi que dans les moments difficiles. Il parle des interactions avec ses équipes et des transferts d'énergie entre eux. Le collectif est important pour Guy. Il explique la nécessité de construire sur une base de confiance et de valeurs communes et d'ajouter de la diversité dans les profils recrutés. Il partage ses recettes pour trouver l'équilibre, pour lâcher prise, pour prendre du recul. Il explique l'importance de se connaître et de se nourrir de ses expériences passées. Je vous l'ai dit, Guy est président, mais avant tout c'est un leader. Bonne écoute. Bonjour Guy. Bonjour Perrine, c'est un plaisir. Tu m'as fait 3 bises. Pourquoi est-ce que tu m'as fait 3 bises aujourd'hui ? 3 bises, c'est pour déjà interagir l'un avec l'autre. Et 3, parce que c'est l'habitude qu'on a en Suisse. Et comme je suis suisse, aussi français et anglais, je souhaite perpétuer cette habitude. C'est bien. Donc tu es suisse, tu travailles chez Van Cleef & Arpels. Tout à fait. Qu'est-ce que tu y fais et est-ce que tu peux brièvement nous raconter ce que fait cette jolie maison ? Alors, je suis le président CEO de l'Europe Moyen-Orient. Depuis maintenant, je commence ma 7e année. C'est une maison absolument extraordinaire, Van Cleef & Arpels, de la joaillerie, il y a plus de 100 ans. Pourquoi elle est extraordinaire au-delà des créations ? C'est une maison qui porte des valeurs éthiques, des valeurs humaines, on va beaucoup en parler, mais qui me parlent, dans la relation avec ses employés, dans la relation aussi avec ses clients. Et dans le monde d'aujourd'hui où la communication est très importante, je pense que communication, oui, mais la vraie communication, l'authentique communication est importante. Vous êtes distribué dans votre propre réseau ? Alors, on a à peu près 140 boutiques en nom propre, c'est-à-dire qu'on ne présente que nos créations à travers toutes ces boutiques qui, donc en d'autres termes, ce qu'on appelle full retail, signifie qu'on n'est pas distribué avec des partenaires qui présentent d'autres produits, d'autres marques, d'autres maisons en même temps. Donc, on n'est que dans nos propres environnements. Et donc, dans la région dont tu t'occupes, il y a à la fois des personnes dans des bureaux, dans des fonctions support et centrales, et puis aussi les personnes des boutiques. Tout à fait. On est au niveau Maison Monde, environ 1900 personnes. Au sein de ma région, environ 500 personnes. 1 tiers en bureau, 2 tiers en boutique, plus proche du client. Une belle équipe, diversité culturelle, diversité d'idées, qui fait aussi la force non seulement de cette région, mais de cette maison. Toi, ton métier consiste en quoi ? Au métier, c'est d'aider les gens à travailler ensemble. Déjà, sur la base d'une vision, d'une stratégie. Je fais partie du comité exécutif de la maison, donc nous sommes 9 personnes, rapportons à Nicolas Bosque, notre CEO président.
Et nous décidons, validons, mettons, ou disons, définissons la stratégie, la vision de la maison. Et ensuite, ma responsabilité, comme je disais, c'est de faire travailler mes équipes au sein de ma région pour l'appliquer. Et le deuxième élément qui me vient à l'esprit, c'est de donner du plaisir, de la passion, de l'énergie à toute cette équipe et de comprendre l'intérêt du groupe, du team prévaut, donc de la maison bien évidemment prévaut sur l'aspect individuel et que la diversité est une richesse, garder une certaine flexibilité et liberté pour que chacun puisse s'exprimer dans un cadre donné. Voilà, c'est toute cette délicatesse que je dois faire en sorte qu'elle puisse se mettre en harmonie, orchestration au quotidien. Très bien. On va plonger dans une question qu'on pose à tous nos invités, qui est de nous raconter un succès professionnel. Donc, tu vas nous raconter une histoire authentique, toi aussi. Voilà. Quel est le succès professionnel que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui, dont tu es fier et auquel tu as contribué? Alors, le premier, alors je prendrai un exemple de Van Cleef & Arpels qui s'est passé pas plus tard qu'il y a une année. On a vécu une année challenging au niveau du monde du luxe, lié à la clientèle touristique, les différences de taux de change, etc., qui faisaient que, les attentats aussi, qui faisaient que les clients venaient, la clientèle touristique venait moins en Europe. Année challenging, il y avait des investissements, il y avait un business à tenir. Et ce dont j'ai été le plus fier, c'est le fait que dans cet environnement challenging, l'équipe a tenu, l'équipe a gardé ses valeurs, l'équipe est restée solidaire, s'est entraidée. Et c'était lorsque mon président m'a posé la question, ce dont j'étais le plus fier, c'est exactement ce que je dis. Il m'a dit, mais c'est pas la vente exceptionnelle ou qu'on a pu faire. J'ai dit non, c'est le fait que dans un moment difficile, l'équipe tient, l'équipe reste solidaire, garde ses valeurs, garde la ligne directrice et ne craque pas. Et je pense que ça démontre aussi l'importance du leadership, du manager que je suis, à toujours nourrir dans les bons et dans les moments plus difficiles pour que nous soyons solides et que nous puissions passer. J'ai toujours cette image de gravir une montagne. On s'encorde, on est ensemble, on s'entraide et on arrive au sommet ensemble. Voilà, c'est un peu cette image qui me donne cette fierté. Concrètement, toi, comment tu as contribué à ce succès? Comment est-ce que tu as nourri les équipes? Qu'est-ce que tu as eu comme démarche concrète? Passer beaucoup de temps avec eux. Pas nécessairement par passer du temps dans des réunions, dans des rapports, mais c'est des discussions en one-to-one, c'est une présence, c'est les rassurer, c'est de continuer à leur donner la vision, de leur rappeler des petits succès, de les encourager, de les rassurer. Surtout, j'avais la perception pendant cette période difficile, certains pouvaient douter, certains avaient besoin de rassurance. Moi-même, en toute humilité, j'avais des questionnements, des doutes aussi, mais je ne pouvais pas les montrer. Je devais toujours positiver, les accompagner. Et eux me donnaient de l'énergie à ce que je puisse les aider. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Mais c'est très valorisant, énergisant. J'ai toujours cette... je ne sais plus qui l'avait dit, la vulnérabilité est une force. En reconnaissant une situation difficile, en discutant, en l'abordant avec les équipes, on arrive à ôter des doutes, à les rassurer, à les énergiser, à continuer un chemin et à faire bien ce qu'on peut maîtriser et à s'ajuster un peu avec du lâcher-prise à ce qu'on ne peut pas nécessairement maîtriser. C'est un peu une philosophie de vie que j'essaie d'appliquer au quotidien dans mon management et mon leadership. Ces valeurs, ces moments que tu as passés avec eux en communiquant, en donnant du sens, en expliquant, est-ce que c'est quelque chose qui te vient naturellement ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé? Je pense qu'à la base, j'ai vécu dans ma jeunesse quelques expériences qui m'ont laissé des traces liées à la confiance et à la transparence. Et sur cette base-là, j'ai eu déjà la chance de pouvoir rebondir positivement. Quand je dis rebondir positivement, c'est par la suite travailler sur ces différents aspects. On ne parlait pas du tout de confiance, de transparence à l'époque, et c'est des mots qu'on entend de plus en plus ces jours.
Je les ai nourris, travaillé dans les management séminaires de l'IMD à Lausanne, où on fait ce qu'on appelle un deep dive, une introspection pour mieux se connaître et mieux apprendre ce qu'on projette et comment on est perçu, pour aider à mieux accompagner et manager nos équipes. Donc, oui, c'était peut-être inné de par les expériences. Je l'ai nourri, probablement développé pour l'appliquer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le management humain, la confiance n'est pas un mot, doit être une réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Accepter qu'on ne sache pas tout, mais être authentique. Et là, les équipes, les jeunes, les millennials ressentent, ont besoin de ce sens, de cette cohérence, de ces valeurs. Et les équipes testent. Et c'est dans des moments difficiles, comme je parlais l'année passée, où, alors encore une fois, c'est pas des problèmes de maladie ou des problèmes de santé, c'est des problèmes de business, mais les équipes testent, et c'est dans ces moments-là qu'on se renforce, qu'on se construit, et qu'on en ressort encore plus proches les uns des autres. Quand tu dis qu'elle teste, c'est qu'elle te challenge, elle te pose des questions directement, ou tu as un ressenti qu'il y a un malaise, Les deux. un questionnement, les deux? Les deux. Je perçois des signes d'angoisse, conscients ou inconscients, de la part des équipes. Ça fait partie probablement d'une de mes forces, c'est la perception des soft skills, des émotions. Alors il faut faire attention à pas seulement les percevoir, mais bien s'assurer que c'est auprès de la personne la perception qu'elle donne, et ça engage une conversation et ça permet de rassurer. La personne se sent écoutée, se sent reconnue. On engage beaucoup plus facilement le dialogue. Certains me testaient peut-être consciemment pour voir comment je réagissais dans les moments-là, par émotion, par angoisse eux-mêmes, et avaient besoin d'avoir un pilier de rassurance, je ne sais pas si on le dit en français, mais une direction, une cohérence qui leur permette d'ôter des doutes qu'ils pouvaient avoir. D'accord. Et malgré ça, tu as réussi à te ressourcer par les équipes? Alors, ça, c'est le gros challenge. On dit souvent, lorsque plus un leader ou plus on monte en hiérarchie, plus on est seul. C'est vrai, hein. On est seul, on doit trouver d'autres sources de réénergisation. Ça peut être par le sport, ça peut être par une passion, ça peut être un hobby. Moi, je le trouve aussi à travers les équipes, dans la relation de confiance, le dialogue, le mode collaboratif. Je me nourris des équipes, de leur énergie comme j'arrive. Donc, c'est un peu comme un arbre qui prend une certaine énergie, on dit négative, de pollution, pour en redonner de la positive. On est dans cet échange et on se construit les uns les autres. Je suis pas sûr que les équipes en aient conscience. Moi, j'en ai eu beaucoup conscience dans ces moments challenging, et je leur dis souvent, certains me disent, mais comment ça se fait que tu puisses avoir cette réaction, ce calme, cette retenue, et puis nous donner toujours de l'énergie, des directions dans des moments difficiles? J'ai dit, c'est vous qui m'aidez quand je vois notre mode de collaboration. Et tout d'un coup, ils prennent conscience que c'est dans le partage qu'on se construit ensemble, et que c'est pas unidirectionnel, et qu'il n'y a pas un patron et puis un subordonné. Il y a une équipe, il y a un travail commun, alors toujours avec chacun son rôle, ses responsabilités bien définies, mais c'est ensemble qu'on réussit, et la diversité, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, est une force, est une richesse. Il faut juste comprendre que seul, et ça me fait penser à une anecdote que j'avais, qui peut nourrir ce propos. Lorsque j'étais en charge de Ralph Lauren Watch and Jewelry, je me souviens, j'étais le CEO, donc j'étais la dernière personne à prendre une décision, et à un moment donné, on était aux États-Unis, 8 autour d'une table, personne n'avait la solution. Je les avais laissés parler de mes équipes, et ils se sont tous tournés vers moi en disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai eu la réaction de dire à mon équipe, j'ai pas la solution. Alors là, vous aurez dû voir la tête de tout le monde. Ils étaient tous blêmes. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai dit, mais je suis convaincu de quelque chose. Ensemble, on va trouver la solution. Et j'ai vu tout de suite le sang remonter dans leur visage, les yeux pétillés. On a construit ensemble, on a trouvé une solution ensemble. J'ai été sincère, honnête, montré une vulnérabilité, mais avec derrière un rebond positif, constructif, qui donnait une vision.
qui a rassuré tout le monde. Et c'est le collectif qui, on le voit en sport, on le voit partout, et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Donc toujours cette importance du collectif. Quand tu t'entoures de personnes d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que tu cherches comme compétences? Qu'est-ce que tu apprécies avoir autour de toi? Alors, autour de moi, il y a un élément non négociable, c'est la confiance. Je dois travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Et après, je cherche la diversité. Une diversité d'expertise. Je cherche une personne qui va me challenger, qui va m'apporter un plus. On dit, si on a une équipe proche et qu'on les rémunère, c'est pour eux qui vous apportent des solutions. C'est pas nécessairement au leader, au manager à avoir toutes les solutions. Voilà, on est là pour les faire fonctionner, donner une direction, les nourrir et les énergiser. Voilà, je cherche la diversité, mais avec des valeurs communes. Et comment est-ce que sur la confiance, tu peux la discerner en entretien ou en rendez-vous préalable? Alors, j'ai un mode de fonctionnement atypique lorsque je fais les interviews, et je l'exprime toujours en préambule pour que la personne se sente à l'aise et comprenne le cadre. Je dis, je vais pas du tout vous faire une interview habituelle. Les expertises, les compétences, c'est les personnes de mon équipe qui ont dû les filtrer, les confirmer. Si vous êtes là, moi je vais chercher la chemistry, comme on dit en anglais, l'alchimie avec le reste de l'équipe que je connais le fonctionnement. Donc je vais vous poser des questions qui auront peut-être à vos yeux pas nécessairement une cohérence, mais pour moi qui auront une vraie cohérence dans ce que je recherche. Donc le deuxième élément, c'est que je vais chercher le candidat très loin sur des éléments personnels, pour comprendre ces points je vais appeler ces points de rupture, ces stigmas qui l'ont fait grandir, et comment il a réussi ou elle a réussi à se nourrir d'une expérience, quelle qu'elle soit, pour son parcours professionnel. Donc je vais chercher les joints, mais alors toujours avec beaucoup d'empathie, de respect, si les personnes ne se sentent pas à l'aise de me répondre. Et je dois avouer, quasiment j'ai pas souvenir qu'un candidat n'ait pas souhaité me répondre, et des gens parfois vont tellement loin que ça donne des rencontres absolument exceptionnelles. Des gens me parlent de drames, de santé, de famille qu'ils ont pu avoir, de sentiments d'abandon au décès d'un proche, et comment ça les a permis de se nourrir. Et c'est ça qui m'intéresse par rapport à leur parcours professionnel, à leur parcours humain, parce que c'est une aventure humaine qu'on vit. Et dans cette diversité, je me dis, dans les moments difficiles, ça fait écho à ce qu'on disait, ayant vécu, ayant rebondi, c'est des gens qui vont être capables de tenir la barre, comme on dit, et pas penser qu'à eux-mêmes ou tout de suite quitter le navire au premier problème. Donc j'entends que pour toi, apprendre de ses erreurs, de ses échecs, est primordial. Alors, au-delà d'une erreur, d'un échec, c'est d'une expérience. C'est les Américains qui nous parlent beaucoup d'expérience. C'est pas facile parce que notre culture, notre éducation nous parle réussite, échec. Mais oui, c'est ça. En d'autres mots, c'est tout à fait ça. C'est l'expérience, et c'est pas facile parce qu'on n'est pas éduqué. Le format de notre éducation, que ce soit familial ou au niveau de l'école, n'accepte pas suffisamment, bien que ça soit en train de changer. On est dans une société de luxe, dans un univers de luxe. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à ce secteur, à cette entreprise? C'est une excellente question. Dans le luxe, on a la chance de travailler avec des matériaux nobles, avec une histoire, avec l'art, la culture, des perceptions qui malheureusement ne sont pas suffisamment accessibles à tout le monde. Je pense qu'il y a l'humain derrière, l'humain, que ça soit dans le luxe ou autre part. On peut avoir des personnes absolument extraordinaires qui, moins exposées au luxe, peuvent nourrir avec une perception différente cet environnement. Le luxe a aussi le côté, attention, d'arrogance, de suffisance, de condescendance. Il y a un peu les deux facettes. Il faut, je pense, rester soi-même, garder ses valeurs, être soi-même, avoir une sensibilité au beau, avoir une certaine philosophie de vie, prendre du recul, essayer de ne pas avoir trop d'ego, parce que l'ego tue la créativité et tue le collectif. Je pense que c'est
pas des valeurs, des éléments que pour le monde du luxe. Et c'est vrai qu'on a peut-être dans ce monde, et on n'en est pas toujours conscient, la chance de travailler avec de l'humain, des belles choses, la créativité. On ne s'en rend pas toujours compte et il faut l'accepter, pas l'accepter, il faut le reconnaître et l'apprécier. Et si on parle de toi, tes origines multiculturelles, j'ai entendu que tu étais suisse, français et anglais, c'est ça? Né en Suisse, d'une maman française et d'un papa anglais, tout à fait. Est-ce que tu as remarqué, de par ton éducation, que tu as hérité de comportements différents qui sont liés à tes origines nationales? Alors, au-delà des passeports, je suis suisse, enfant unique, né avec une partie de ma famille suisse alémanique, donc germanique, très organisée, structurée, avec un grand-père qui était gradé à l'armée. Donc, une approche très structurée, organisée, militaire, entre guillemets, qui a du bon, mais qui peut donner un aspect rigide. Je suis rentré dans le monde de l'horlogerie, qui est un monde très bien organisé, structuré, mécanique. J'ai eu la chance extraordinaire de découvrir le monde du fashion, comme on le dit, avec Ralph Lauren. Et je me souviens toujours de ce moment que je raconte souvent. C'était à l'antinomie de mon fonctionnement. Je ne pouvais plus tout maîtriser puisque le monde de la création, c'est dans le lâcher prise et être ouvert à l'opportunité, alors que dans toute mon éducation et le monde de l'horlogerie, c'est un peu antinomique. Et je me souviens d'un jour où j'ai dit ou bien je finis en camisole de force, ou bien j'accepte de sortir de ma zone de confort, de lâcher prise et go by the flow, comme on dit. C'était un moment très important dans ma vie et qui m'a permis de me comprendre que c'est pas blanc ou noir, et entre les deux, c'est la perception qu'on a des choses qui nous fait grandir, ce qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai rejoint Van Cleef & Arpels pour conduire les équipes et notre développement. Justement, comme je dis, en prenant le meilleur des deux, le monde structuré organisé dans le monde création, 1 + 1 donne 3, et je pense l'avoir appliqué avec succès. Sachant que dans votre maison, le PDG était directeur artistique. Avec une excellente compréhension du business, comme on le dit, pour avoir été dans des régions, dans des marchés. Il a aussi cette dualité, avec certainement un élément plus prononcé, mais en ayant ces deux piliers. La même chose de mon côté, probablement un élément mécanique plus prononcée, mais en ayant cette ouverture, cette compréhension pour l'élément créatif. Et encore une fois, la diversité fait la force. Et c'est pour ça que je me retrouve complètement dans cette maison, au-delà des valeurs, qui a cette dualité, cette compréhension, qui ne perd pas cet aspect créatif, parce que l'aspect créatif, c'est ce qui fait grandir, ce qui fait sortir des sentiers battus et des zones de confort. Il faut quand même rester les pieds sur terre. On est dans un environnement, et surtout quand on fait partie d'un groupe qui est coté en bourse, où il y a quand même des responsabilités, des résultats à délivrer. Mais il faut garder le plus dur, c'est de trouver ce qu'on appelle en anglais, ou même, non, je l'ai en français, le point d'équilibre. Quand on a trouvé le point d'équilibre, le tipping point, entre l'aspect structurel, hémisphère droit, hémisphère gauche, c'est structurel et créatif, les choses nous permettent d'aller très très loin. Et une influence du monde anglais, anglophone Anglophone de par principalement le monde dans lequel on est marketing, qui est un monde principalement drivé par l'aspect américain, anglo-saxon. Le groupe est un groupe sud-africain avec une forte connotation anglo-saxonne, qui m'a permis de trouver les repères dans cet environnement. Oui, très certainement. Encore une fois, c'est la diversité, une partie française, une partie suisse, une partie anglaise, un citoyen du monde. En ne jugeant pas qu'est-ce qui est bon, ce qui est pas bon, il y a différents aspects. Cette diversité fait cette richesse. Et dans tes équipes, de par la population des clients,
j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, alors ou parlant chinois ou d'autres langages asiatiques, ou des personnes asiatiques. Et est-ce que tu sens qu'il y a une difficulté ou est-ce que c'est une facilité de cohésion, de collaboration des équipes entre elles? Diversité, il y a. Difficulté, du moment où les gens partagent les mêmes valeurs de mode collaboratif de travail, on trouve toujours une façon de grandir, de faire le bout de chemin ensemble. Au-delà des différences culturelles, moi je vois encore aujourd'hui une autre différence qui peut être aussi importante, voire plus, c'est les différences de génération. Alors si vous avez une différence de génération plus une différence culturelle, ça augmente la complexité. Mais le dialogue, le partage, le feedback, la discussion, je trouve dans l'authenticité, les valeurs de transparence et de confiance dont on parlait tout à l'heure, permet d'éviter cette complexité, de construire, de se développer ensemble, de se nourrir les uns les autres. Mais il faut faire, c'est pas un effort, mais il faut faire le pas. Et le pas va des deux côtés. Alors chacun en plus a une timidité ou pas, a une perception. Connecter les gens, mais pas connecter via les réseaux sociaux, via le smartphone, connecter humainement en one-to-one, pour moi, je ne vois pas de meilleur moyen. Est-ce que la génération la plus jeune, qu'est-ce qu'ils apportent à une entreprise comme Van Cleef et à ton équipe? Ils apportent une fraîcheur, ils apportent une énergie, une dynamique, ils apportent, je trouve, un renforcement des valeurs qui sont les miennes et celles que j'ai retrouvées au sein de cette maison, authenticité, confiance, du sens. Quand je parle du sens, c'est qu'ils ont besoin de comprendre pourquoi et pour qui on travaille. Dans des modes projet, ils ont besoin de se nourrir de cette expérience, ils ont besoin de vivre une expérience et surtout de comprendre, au-delà d'une maison qui crée pour vendre, de comprendre les valeurs. Et là, on revient sur des aspects très importants pour cette génération millennials qui sont les éléments de corporate social responsibility, qu'on agisse avec une éthique, qu'on agisse avec du sens et qu'on agisse en responsabilité vis-à-vis de la société dans laquelle on est, qu'on ne soit pas que pour générer des ventes, du profit et de gripsou et d'être dans l'égocentrisme et autres. Donc, je perçois lorsque je parle avec les équipes de ces éléments de compliance au corporate social CSR, comme on l'appelle, une ouverture absolument incroyable. Et c'est un élément qui, pour moi, est aussi important, voire plus important, de la rétention des équipes que les salaires ou d'autres éléments. S'ils arrivent à trouver un sens aligné avec des valeurs maison et grandir, apprendre dans cette aventure humaine, je vois qu'on a réussi à retenir des jeunes beaucoup plus longtemps qu'on aurait pu le penser. Et est-ce que cette quête de sens, tu sens que ça remonte les générations et que les équipes qui ne sont pas milléniales, justement, commencent aussi à se poser les mêmes questions? Oui, parce que ils ne l'avaient peut-être pas suffisamment perçu, ils l'avaient inconsciemment. Ça leur parle. Et donc c'est cette fraîcheur, cette dynamique qui permet un alignement entre les différentes générations sur des valeurs communes. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière? Des révélations que tu as eues, que tu trouvais un peu tard? Clairement, j'aurais souhaité ce que j'ai appris sur le tard, j'ai plus de 50 ans, j'aurais souhaité l'apprendre, le vivre avant. J'ai 2 expériences, lorsque mes parents me disaient des choses, ça n'avait pas suffisamment de sens. Mes parents ou mes mentors au sein de mon évolution professionnelle, pas suffisamment de sens parce que c'était pas le bon moment où j'étais pas suffisamment ouvert pour le recevoir. Les deuxièmes éléments, c'est d'apprendre que l'expérience est importante. Je vois, nous avons 2 enfants et j'ai toujours peut-être voulu trop les protéger. Et je me rends compte, si c'était à refaire, j'aurais peut-être permis à ce qu'ils aient plus des expériences et qu'ils puissent grandir et apprendre de ces expériences. Parce qu'aujourd'hui, un succès, on aime tous le succès extraordinaire, mais l'émotion, elle est fugace. Les moments difficiles qui ont amené à ce succès restent marqués, ancrés et nous construisent beaucoup plus.
Donc on peut pas se passer des expériences parce que c'est la construction de l'expérience qui est importante. Mais voilà, j'ai cette fameuse phrase de Lao Tzu qui disait « Il n'y a pas de chemin vers le bonheur est le chemin ». Et on peut se dire, pour tous, c'est la même chose. Vivons pleinement toutes les expériences qu'on a, ne jugeons pas. En rebondissons positivement, nourrissons-nous de ça, on se construit beaucoup plus de cette façon. Est-ce que tu as parlé de mentor, est-ce qu'il y a une personne dans ta carrière qui t'a vraiment marqué parce qu'elle faisait la différence, qu'elle marquait les esprits, elle laissait une trace ? Il n'y a pas une personne, j'ai eu la chance et je pense que toutes les personnes qui ont un chemin de vie rencontrent, que ce soit de façon professionnelle ou privée, ce que j'appelle c'est des poteaux indicateurs qui vous donnent des directions, à vous de les entendre, les recevoir ou pas, et qui vous permettent de parcourir votre chemin. Je suis encore dans ce chemin de montagne dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas une personne particulière qui m'a plus aidé qu'autre chose. Il y a des gens qui, sans parfois le savoir, ont eu des expressions, des intonations, des gestes, des paroles qui m'ont marqué parce que c'était à un moment donné le bon moment pour que quelque chose, et je suis pas nécessairement convaincu qu'ils avaient conscience de l'impact qu'ils ont eu sur moi. Donc il n'y a pas un comportement que tu as retrouvé dans ta carrière qui a été éclairant pour toi systématiquement ? Alors, à travers tous ces mentors ou toute cette personne, c'est la personne derrière la façade. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé. J'ai eu la chance de rencontrer des gens de grande qualité, des gens très connus, des gens très exposés d'un point de vue communication, image, sociale. Et les plus beaux moments, ça a été lorsqu'ils étaient authentiques, ils étaient eux-mêmes. Et je voyais très rapidement le passage, une fois qu'ils retournaient dans l'environnement social, le masque qu'ils pouvaient avoir. Et je me suis toujours interrogé, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ce masque pour exister alors qu'il y a une telle richesse derrière celui-ci ? Voilà, c'est une question, j'ai pas encore les réponses. C'est intéressant. Comment est-ce que tu fais pour te ressourcer ? Parce que tu donnes de l'énergie, on a vu que tu te ressourçais dans tes équipes. Moi, je sais que tu lis beaucoup, parce que tu m'as déjà offert un livre. Est-ce que tu as d'autres moyens ? Il y a ta famille, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de te ressourcer ? On dit toujours qu'il faut une triangulaire. Environnement professionnel, environnement familial, quel qu'il soit, et l'environnement personnel. Je pense avoir, de point de vue familial et professionnel, trouvé un équilibre. L'importance du milieu personnel, de son précaré est important. Je pense ne l'avoir pas suffisamment développé. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, son importance pour se ressourcer. J'essaie de plus en plus de l'utiliser. On peut se ressourcer, je le disais, seul, en inspiration, dans du sport, dans des hobbies, dans de la méditation, dans du yoga, qui sont des éléments très importants. Je pense qu'on minimise l'impact. On parle yoga, il n'y a rien de spirituel ou quel qu'il soit. Il y a juste le besoin de comprendre qu'il y a un lien entre l'esprit et le corps et l'importance de bien, au-delà, prendre soin de son corps, se nourrir, c'est un tout, pour aider à se réénergiser. Ça, on l'apprend pas suffisamment à l'école et c'est de plus en plus important, on le voit. Les hobbies, les passions, j'en ai pensé. Moi, je me nourris aussi de les relations que j'ai avec mes équipes. Je me nourris aussi tout d'un coup, et ça, c'est un élément très important. J'en parle, c'est de la théorie, j'essaie de le mettre en pratique. Lorsqu'il y a des moments difficiles, c'est de prendre du recul et de pas continuellement ressasser dans son esprit, dans sa tête un élément, c'est de passer à autre chose, c'est de prendre le recul nécessaire. On le voit dans le sport très souvent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à rebondir. Et ça, c'est un état d'esprit pas évident et qui permet de se réénergiser et de se remettre dans une nouvelle dynamique. Après, la famille qui est un élément très très important aussi pour moi, et puis le monde professionnel, j'en parlais dans cette trilogie, en se nourrissant des échanges avec mes collègues, mes équipes et puis les personnes avec qui j'interagis. On arrive à la fin de notre entretien.
Une des questions qu'on pose, c'est est-ce que tu auras un conseil à donner à un jeune qui rentre sur le marché du travail pour que sa carrière se déroule au mieux et qu'il soit épanoui et qu'il réussisse? Le conseil que j'ai, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue, c'est de bien se connaître, être soi-même et ne pas avoir peur, c'est-à-dire engager avec les autres, se connecter. Quand je dis connecter, c'est aller vers l'autre, ouvrir, poser des questions, être curieux, engager. C'est incroyable. J'ai eu l'expérience dans un cours de management à l'IMD. Je ne connaissais pas une personne et un des thèmes ou un des workshops, c'était en 2 minutes d'apprendre le maximum sur l'autre personne qu'on ne connaissait pas. C'est incroyable en 2 minutes ce qu'on peut apprendre en posant les bonnes questions, en étant intéressé, en étant ouvert. Et le monde dans lequel on est fait d'opportunités, on doit les reconnaître, on doit les créer. Et puis, le dernier point, c'est avoir une passion. Quand on a une passion, c'est ce que j'essaie de partager, de dire à nos 2 enfants, c'est ayez une idée, ayez une passion, soyez vous-même, connectez et vous irez très loin, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout le cursus traditionnel, que ce soit académique et autres, est en train de changer, s'ajuster avec le monde dans lequel on est. Donc ça serait les meilleures recommandations que je puisse, et pas seulement théorique, mais de le mettre en pratique et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Est-ce que tu as ta propre définition des compétences comportementales? Des soft skills. Pour moi, les soft skills, c'est factualiser, exprimer toutes les perceptions émotionnelles qu'on perçoit d'une autre personne, qu'on nous a probablement pas suffisamment expliqué, puisqu'on nous apprend plus la théorie, la partie mécanique dont on parlait tout à l'heure. Mais la perception d'autrui, le ressenti, les émotions sont ces soft skills. C'est lié avec l'empathie. Alors encore une fois, c'est pas tout. Il faut les valider pour comprendre. Et c'est là où je dis la connexion avec l'autre est importante. Pour dire je perçois ça, je ressens ça, tu me donnes cette impression. L'autre se sent valorisé parce qu'ils se sont écoutés. On crée le lien, on valide cette perception et puis on engage le dialogue. Et c'est sur des éléments non pas de jugement vis-à-vis de l'autre, mais c'est sur un ressenti, un perçu. Je pense que c'est de plus en plus important, quelle que soit la relation personnelle, professionnelle qu'on peut avoir. Aussi dans des éléments, moi je l'ai vécu dans des moments de grande tension, dans des négociations, dans des moments d'échange, de conflit. Le fait de rapporter à soi une perception ressentie permet tout de suite de baisser la pression et de créer une plateforme d'expression commune. Alors évidemment, si vous êtes face à un manipulateur, c'est plus difficile, mais si vous avez, c'est la majorité des cas, des gens de bon sens et de logique, c'est beaucoup plus facile. Donc les soft skills, c'est l'intelligence émotionnelle sera de plus en plus nécessaire dans les leaders, dans les managers, et ça va avec ce qu'on disait, apprendre à se connaître, les reconnaître. Et si on a les deux, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle plus rationnelle, encore une fois, ce que je disais, le tipping point, le point de balance, 1 + 1 fait 3. Très intéressant. Est-ce qu'avant qu'on conclue, tu as d'autres sujets que tu voudrais aborder? Pas particulièrement, si ce n'est qu'on a quand même abordé beaucoup de points. Un point qui me paraît important et qui n'est pas suffisamment mis en valeur aujourd'hui, c'est l'importance de bien se connaître pour diriger les autres. On est trop dans d'abord les autres avant soi-même. Et je pense que vieille expression qui dit avant de changer le monde, change-toi toi-même, pourrait tout à fait l'appliquer avant de vouloir changer les autres. Alors, on ne parle pas de changer, mais de manager les autres. Apprends-toi à te connaître et à te manager. Voilà, c'est encore une fois apprendre à mieux se connaître. Notre système éducatif, notre éducation ne nous l'apprend pas. On a parlé de l'importance de l'expérience vis-à-vis de l'échec et de savoir rebondir. L'importance de pas travailler dans un mode solo et de travailler dans un mode collaboratif tellement important au jour d'aujourd'hui. Je me souviens, une des premières raisons de
mortalité dans le monde, c'est la solitude. Et ça parle avec une population qui vieillit, et c'est des tests prouvés scientifiquement par des prix Nobel de la paix. Plus on interagit, plus ça a un impact sur notre métabolisme. On revient à l'importance du corps qui déclenche des enzymes, etc., positifs, qui renforcent le système nerveux et autres. Voilà, c'est très important d'être conscient de ça. Et puis, je terminerai par cela parce que on n'en est pas toujours conscient. C'est la chance d'être en bonne santé. Ça paraît bateau de dire ça, mais c'est tellement important d'être en bonne santé. Une fois qu'on a la bonne santé, on peut tout faire. Donc, apprécions, reconnaissons cette chance et puis prenons du plaisir dans ce qu'on fait. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour ta carrière, ton avenir? La bonne santé et que tout ce que je viens de partager avec toi continue à s'appliquer avec joie, passion et enthousiasme. Voilà. Et puis de pouvoir le partager, de continuer à vivre une belle aventure humaine. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi, Perrine. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talents Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.